Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Géoressources, énergie et transition. Alors vous savez que le problème des énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolien, c'est que ce sont des énergies intermittentes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait compatible avec nos besoins et nos systèmes énergétiques. Donc on a besoin de stocker l'énergie électrique produite par ces sources d'énergie. Et ce stockage d'énergie, c'est un élément clé de la transition énergétique. On a besoin de stockage quand les renouvelables, elles font défaut ou lorsqu'elles produisent trop par rapport à notre consommation. Et on a besoin de stockage pour la mobilité. Là-dessus, nous avons deux grandes méthodes de stockage de l'énergie électrique. Ce sont les batteries et c'est le dihydrogène. Alors déjà, parler de stockage d'énergie électrique pour les batteries et le dihydrogène, c'est un raccourci de langage, car l'énergie électrique, elle ne se stocke pas. Qu'il s'agisse de batterie ou de dihydrogène, ce qui est fait, c'est une conversion d'énergie, c'est une transformation d'énergie électrique en énergie chimique. Et comme ce qui nous intéresse, c'est l'énergie électrique, nous aurons une deuxième transformation, une deuxième étape, qui sera une conversion d'énergie chimique en énergie électrique. Donc nous avons deux étapes de transformation énergétique. Pour la batterie, c'est simple. La première étape, c'est ce qu'on appelle la recharge, et la deuxième étape, c'est la décharge. Pour le dihydrogène, la première étape, c'est l'électrolyseur qui produit du dihydrogène à partir d'H2O, et la deuxième étape, cela sera la PAC, la pile à combustible, qui permet de reconvertir l'énergie chimique du dihydrogène en électricité. Actuellement, batterie et dihydrogène, ces deux grandes méthodes de stockage, elles font débat. Et dans cette vidéo, je vais surtout discuter du bilan énergétique et des avantages et des inconvénients de l'un et de l'autre. Alors dans la littérature, vous verrez apparaître ce nouveau terme anglophone pour désigner cette double transformation énergétique, c'est power to power. On part avec de l'électricité et on termine avec de l'électricité. Puisqu'on en est à créer des néologismes, j'aurais presque envie d'en créer deux nouveaux, c'est PAP et PEP. PAP c'est Power, accumulateur électrique Power, PEP c'est Power, électrolyseur Power. PAP, ça repose sur de la batterie, PEP, ça repose sur du dihydrogène. Et si vous préférez une version francophone, je vous propose CAC et KEC. CAC, c'est courant accumulateur courant. KEC, c'est courant électrolyseur courant. Commençons par le bilan énergétique de la filière PAP. Et on va prendre l'exemple d'un véhicule électrique. On va commencer notre analyse à partir de la source de production d'électricité, que cela soit du renouvelable ou non. Pour que le courant arrive jusqu'à notre borne de recharge, il a déjà perdu 10% lors de son transport dans le réseau électrique. Ensuite, lors de la recharge et de la décharge de la batterie, on a encore perdu 10%. Et enfin, le rendement d'un moteur électrique, il est de l'ordre de 85%. Si on fait le calcul, le rendement global, il est d'environ 2 tiers, c'est-à-dire 67%. Donc on a perdu un tiers de ce qui a été produit. Maintenant, regardons le cas d'une voiture à hydrogène. On prend l'exemple de la Toyota Mirai, une voiture fonctionnant avec une pile à combustible. De la centrale électrique à l'unité d'électrolyse, on va compter idem 10% de perte dans le réseau électrique. Si, autre solution, l'hydrogène est produit sur place à côté de la centrale, et si ce dihydrogène est transporté par gazoduc, pour faire simple, on va encore compter 10% de perte. L'électrolyseur, c'est 60% de rendement et la PAC, c'est un rendement de 50%. Le moteur électrique, c'est du 85% de rendement et au final, le rendement global, il est de 23%. Arrondissons à 25%, un quart. Donc, une analyse brute des deux technologies, PAP et PEP, nous montre que c'est le PAP qui gagne haut la main. Le PAP, c'est du rendement de 67%, c'est du 2 tiers. Le PEP, c'est du rendement de 25%, et là, c'est du 1 quart. Dans un monde futur, énergétiquement contraint, où la ressource énergétique se fera rare, il apparaît qu'il vaudrait mieux privilégier les filières à base de batterie. Donc, PAP 1, PEP 0, sur le plan du rendement. Et qui dit rareté dit aussi cherté. Et vu le calcul précédent, il apparaît, a priori, que le kilowattheure d'hydrogène sera au moins 3 fois plus cher que le kilowattheure de batterie. Donc PAP 2, PEP 0, sur le plan du coût du kilowattheure électrique. Mais il y a d'autres considérations à prendre en compte. Il y a des contraintes techniques et il y en a deux qui sont importantes, c'est la masse et le volume. La batterie lithium-ion, c'est une densité massique d'énergie de 0,1 à 0,3 Wh par gramme. Disons 0,2 Wh par gramme en moyenne. Si on compare cela aux 13 Wh par gramme d'essence, ou aux 15 Wh par gramme de méthane, ou aux 33 Wh par gramme de dihydrogène, c'est très faible.
Donc 1 gramme d'essence, c'est 60 fois plus d'énergie qu'un gramme de batterie. Et pour remplacer 1 kg d'essence, il vous faut 60 kg de batterie. Si on regarde la densité volumique d'énergie dans une batterie, elle est très faible aussi. C'est de l'ordre de 0,2 à 0,7 Wh par centimètre cube. Une essence, c'est du 10 Wh par centimètre cube. Donc un réservoir d'essence, c'est près de 25 fois plus compact qu'une batterie. Pour remplacer un réservoir de 50 litres, il vous faut 1 mètre cube de batterie. Vous voyez, c'est simple. Vous supprimez le coffre et une bonne partie des places arrière de votre véhicule. Alors maintenant, qu'en est-il pour le dihydrogène? Le dihydrogène, il a une bonne densité massique, mais c'est une mauvaise densité volumique. Le dihydrogène, c'est 33 Wh par gramme. Il n'y a pas mieux, mis à part les combustibles nucléaires. Mais le problème du dihydrogène est que cela est un gaz. Et la densité volumique est presque aussi mauvaise que les batteries. Le réservoir de la Toyota Mirai, c'est une pression de 700 bars. C'est une masse volumique de 0,056 g par centimètre cube, soit une densité volumique d'énergie de 1,8 Wh par centimètre cube. C'est 5 fois moins bien que pour l'essence, mais 5 fois mieux que pour une batterie. Et donc, pour avoir la même autonomie qu'un véhicule thermique, il me faut des réservoirs 5 fois plus gros. La Toyota Mirai, ce sont des réservoirs de 122 litres pour une autonomie annoncée de 500 à 650 km, mais certainement plus proche de 500 que de 650. Alors, si vous voulez garder une mémoire visuelle de ce que je viens d'expliquer, j'aime bien ce petit diagramme, même si j'aurais préféré présenter les choses en termes de watts par gramme et de watts par centimètre cube. En abscisse, vous avez la densité massique, en ordonnée vous avez la densité volumique, et chaque point est relatif à un combustible, et plus vous avez une grande densité, meilleur c'est. Vous avez les carburants et les combustibles issus des énergies fossiles, autrement dit les hydrocarbures, et vous voyez, c'est bon, c'est compact, c'est dense et c'est énergétique. La matière organique, autrement dit la biomasse, c'est moins énergétique, on se rapproche un peu du zéro, mais ça reste bon. Le dihydrogène, excellente densité massique, mais densité volumique désastreuse. Et le pire, c'est la batterie. Densité très faible, on est très proche du zéro. Donc résumons, la solution à hydrogène, c'est moins lourd, c'est plus compact et ça permet une plus grande autonomie. La solution à batterie, le problème reste l'autonomie, le poids et l'encombrement. Donc sur le poids, avantage à l'hydrogène, PAP 2, PEP 1, et sur le volume, avantage à l'hydrogène aussi, PAP 2, PEP 2. Au final, match nul, égalité. Voilà. On comprend maintenant pourquoi ces deux technologies sont présentes et comme les choses semblent évoluer actuellement, le PEP, cela sera pour les gros véhicules, les bus, les trains, les transports en commun. Le PAP, cela restera réservé aux petits véhicules, les vélos électriques, les petits véhicules urbains. Mais ce sont deux technologies qui resteront probablement coûteuses et les solutions à base de transport direct filaire d'électricité comme les trolleys, les trams et les trains redeviendront certainement plus compétitives. Je n'ai pas discuté non plus des contraintes liées aux ressources minières comme le lithium pour les batteries, les terres rares pour les aimants et l'électronique et les platinoïdes pour les catalyseurs. C'est une question importante, on fera cela plus tard. À bientôt.